Ceux qui se réinventent sont dans Be Inspired avec Société Générale. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Be Inspired. C'est la rencontre avec des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Des personnes qui, à leur façon, ont décidé de changer le monde et qui nous inspirent. Ma première invitée est Marjolaine Grodin, entrepreneuse depuis l'âge de 23 ans et cofondatrice de JAM. Avec plus de 700 000 utilisateurs, JAM est aujourd'hui le premier média de la génération Z. Imaginez un média en ligne interactif grâce auquel les 12-25 ans réagissent avec les journalistes qui rédigent les articles. Et Marjolaine fait partie du classement Forbes de moins de 30 ans et du top innovateur de moins de 35 ans du MIT. Mon deuxième invité est Youssef Koutari, fondateur de l'école Coûte-que-Coûte. Et 250 000 personnes le suivent avec enthousiasme sur LinkedIn, tellement il a une belle énergie. Et c'est vrai que le suivre fait énormément de bien. Et c'est aussi un game changer. Et enfin, en France, bien qu'aujourd'hui illégale, certaines traditions perdurent. Et ma dernière invitée, Sally Diop, est là pour nous le prouver. Arrivée en France à 5 ans, Sally a grandi au sein d'une famille ancrée dans les traditions sénégalaises. Excision, mariage forcé. Et en plus, dans un quartier difficile. Elle va nous raconter comment elle s'en est sortie. Donc, bienvenue à vous qui nous rejoignez. C'est parti pour 3 découvertes très inspirantes. Donc, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Marjolaine Grodin. Après 10 ans à la tête de JAM, le média innovant pour la génération Z. Elle s'apprête à vivre de nouvelles aventures après avoir revendu son entreprise. Elle est venue nous parler des jeunes d'aujourd'hui et nous inspirer. Donc Marjolaine, quelles sont les raisons qui te donnaient envie de commencer cette aventure JAM et aujourd'hui de la terminer? Merci déjà pour l'accueil et l'invitation. Effectivement, j'ai commencé il y a 10 ans, j'étais encore étudiante. J'avais des rêves sur le marché du travail, enfin sur mon monde du travail, ce que j'allais faire, comment j'allais m'y épanouir. Et mes stages, mes rares stages que j'ai faits ont un peu été une douche froide pour moi. En fait, pourquoi? Je me reconnaissais pas dans ce qu'on me proposait. Je trouvais qu'on était un peu infantilisé. Je voyais pas le sens de ce que je faisais. J'avais l'impression de laisser ma personnalité quand je badgeais et que je rentrais dans une grande tour à la Défense, pour être assez spécifique. Je me suis dit, mais oula, on m'a menti. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cru que j'avais fait des études pour pouvoir changer le monde, me lever motivée, inspirée. Et en fait, j'arrive et c'est le management à la carotte ou le bâton, ce qui est hyper infantilisant, voire un langage qu'on utilise pour les animaux quand même, pour les motiver. Donc je me suis dit, moi je suis pas bien, j'ai l'impression d'être en maternelle, de ne pas me sentir épanouie. Et donc on dit souvent qu'on entreprend pour quelque chose, c'est aussi parfois contre. Et moi c'était, il y a un peu, voilà, le problème à résoudre, c'était bien sûr tout ce qui m'a amené à créer JAM en particulier, mais c'était aussi un problème personnel de waouh, je ne me reconnais pas dans ce milieu, dans ce monde du travail. Et donc, j'ai créé le mien, qui était petit. Au début, on était 1, 2, 10, puis on a grandi. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de partir, justement, de revendre ton entreprise? Et ce qui m'a donné envie, c'était... c'est un processus qui est long. Mais c'était vraiment cette notion de... En fait, je ne me reconnaissais pas à l'origine dans le monde du travail. Et j'avais envie de contribuer autrement. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est... Le monde de l'entreprise, je pense qu'il doit vraiment changer. Et j'ai adoré le changer de l'intérieur, enfin moi pouvoir créer mes rêves, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de voir plus grand aussi et de changer le monde sans ce carcan de mon entreprise et d'aller aussi au contact d'autres dirigeants, entrepreneurs. Et puis, je pense que le monde a changé et que l'énergie dans le faire que j'avais il y a 10 ans, c'est une énergie que je mets dans le me retrouver et dans le être et penser. Voilà, j'adore en tant qu'entrepreneur, on agit et on réfléchit après parfois, ou on court en laçant ses chaussures. Peut-être qu'aujourd'hui, la complexité de notre monde, elle appelle un peu à
penser, réfléchir, écouter. Et je pense que j'ai envie de retrouver cette posture d'écoute. D'accord. Et donc, en fait, tu ressortes pendant 10 ans où tu as défini un petit peu le travers de ton entreprise. Donc, pour les gens, tu es Madame Jam. Et du coup, aujourd'hui, comment tu aurais envie que tu définisses? Marjolaine, ce serait déjà pas mal. Non, mais en fait, si on pouvait, en tant qu'individu, en tant que personne, éviter d'être comme des marques avec un slogan, numéro 1 sur les fenêtres, numéro 1 sur la Gen Z, ce serait pas mal en fait si on pouvait juste être, exister sans avoir à être défini. Après, bien sûr, c'est important de pouvoir... parler de ce qui nous anime, etc. Rapidement, mais j'ai pas envie d'être réduite à un concept, un produit, un slogan, mais plus largement, je dirais entrepreneur. Et ce qui m'anime aujourd'hui, mais c'est très divers, donc c'est pas un truc à mettre sur un petit badge. On verra si un jour je retrouve ce truc du petit badge, mais pour l'instant, je suis contente de ne pas l'avoir. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on crée une société d'individus libres qui sont à leur place eux-mêmes, mais dans un collectif qui fait grandir chacun, qui dépasse chacun, qui fait grandir les parties prenantes. Et c'est, je trouve, quand je dis société, c'est entreprise, mais c'est la société dans son ensemble. Et c'est ça qui m'anime jour et nuit, c'est OK, mais comment je peux être moi-même, mais comment je peux être avec les autres et qu'on crée quelque chose ensemble, parce qu'on a plein d'enjeux, plein d'envies, et on y va ensemble. Mais je ne dois pas choisir entre mon identité, ma liberté, ou alors sécurité, je badge, j'ai mon salaire, merci, au revoir. Mais c'est pas chouette, et je retrouve mon identité quand je rentre à la maison ou dans mes activités personnelles. Non, je me dis non, en fait, en tant qu'entrepreneur, on est nous-mêmes, mais on est parfois isolés. En tant que freelance, n'en parlons pas. Moi, je ne crois pas à un collectif de freelance où on est tous le client l'un de l'autre, le fournisseur l'un de l'autre. Je crois beaucoup à des projets collectifs parce qu'on décuple les moyens, mais il faut que chacun puisse être vraiment, vraiment lui-même. Et ça, c'est pas encore. J'adore vraiment te vivre de ce modèle. Et d'ailleurs, par rapport à Jam, je me disais que la génération Z est rarement celle qu'on va appeler pour nous inspirer. Mais qu'on a tort de passer de cette manière-là. Oui, c'est la réponse courte, clairement. Pourquoi? Je pense que, il est évident qu'aujourd'hui, on est dans un moment de rupture, un moment de crise successive. Je pense qu'on l'entend à longueur de journée, et encore une fois aujourd'hui. Mais on est à un moment de bouleversement, de changement. C'est plus que des évolutions, c'est des révolutions. Et les jeunes, ils sont nés ou ils ont grandi vraiment dans ce monde-là, avec ce nouveau paradigme. Et donc, on n'est plus dans le statu quo, mais on a toujours fait comme ça, c'était comme ça avant, moi, on m'a managé comme ça, ou j'ai travaillé comme ça, ou j'ai acheté mon appartement comme ça. Donc, on compte. Je pense que la façon la plus facile de ne pas être un vieux con, pardon, l'expression, je ne sais pas si on a le droit, mais d'être un vieux con trop tôt, c'est de oublier cette phrase de écoute, on a toujours fait comme ça, à mon époque c'était comme ça, mais attends, mais quelle époque? C'est plus du tout la même époque. À la limite, il faudrait penser l'inverse, se dire si à ton époque on a fait comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire de l'inverse ou au moins de différent aujourd'hui? Et donc les jeunes, ils ont des nouvelles attentes sur le travail, la consommation, le voyage, l'amour, leur quotidien. Il y a leur identité, leur genre. Il y a plein de choses qui changent. Et je pense que cette candeur aussi mais moi, ça me semble bon parce que j'ai pas encore été polluée par des années dans un parcours qui s'est enlisé, parce que j'ai moins de contraintes, un moule qui m'oppresse comme ça, mais plutôt une espèce de aujourd'hui. Autant peut-être, et encore peut-être qu'il y a quelques dizaines d'années ou années, on pouvait se dire oui, il faut bien que jeunesse se fasse et puis vous verrez, on va vous apprendre le monde. Aujourd'hui, on n'a plus de monde à apprendre parce que je pense que tangiblement, scientifiquement, on peut faire le constat, et c'est pas une idéologie, c'est un constat, j'en suis convaincue, qu'on s'est planté, que le monde d'avant s'est planté. Donc on peut pas apprendre à faire rentrer les gens dans le monde d'avant, mais plutôt à dire, OK, alors on réinvente tous ensemble, qu'est-ce que tu as à me dire, je t'écoute. Et d'ailleurs, la vulnérabilité est quelque chose d'important pour toi. Et comment un dirigeant peut-il à la fois incarner la vulnérabilité tout en restant légitime
pour ta génération? Je pense que la vulnérabilité, c'est pas de la faiblesse, c'est de la justesse. Que quand on est vulnérable, on est authentique, on est honnête, et que dans un monde qui est aussi complexe, changeant, rapide, mouvant que le nôtre, dire j'ai toutes les réponses, voilà comment on va faire, c'est pas crédible. Donc un chef décisionnaire qui fait croire qu'il a le contrôle sur tout, c'est pas crédible. Donc on va pas se relier à lui. Donc quelqu'un qui va être capable de dire ben voilà, je suis vulnérable, et d'ailleurs on le voit les posts sur les réseaux sociaux, Instagram, etc., qui marchent le mieux, des stars, des gens qu'on admire, c'est des gens qui sont vulnérables, qui montrent leurs difficultés, qui montrent la réalité, les galères, les moments de doute. Et pourtant on les admire, je dirais, encore plus. Pas malgré leur vulnérabilité, mais encore plus. Donc j'imagine aujourd'hui, demain, un manager qui arrive et qui dit ces difficultés, on l'écoute. Eh ben, merci beaucoup Marie-Hélène pour cette inspiration et de nous montrer que les jeunes ont beaucoup de choses à nous apporter. Merci beaucoup. Alors maintenant, j'ai le grand plaisir d'accueillir Youssef Koutari, fondateur de l'école Coûte que coûte. C'est une école solidaire qui a pour objectif de permettre à des personnes aujourd'hui éloignées de l'emploi de trouver un travail qualifié et bien payé. Cet homme vit une expérience incroyable, mais c'est aussi un homme très inspirant, suivi sur LinkedIn. Et d'ailleurs, je suis très heureux de vous le faire connaître si vous ne le connaissez pas déjà. Donc, Youssef, tu dégages beaucoup de douceur, mais tu aimes aussi le challenge. Donc, est-ce que tu serais capable de nous résumer l'aventure Coûte que coûte en 2 minutes? Magnifique. Merci pour l'invitation Virginie. Donc aujourd'hui en France, on a plus de 200 000 postes vacants dans la fonction commerciale. Les entreprises ont du mal à recruter, ils ont du mal à trouver des talents, des personnes qui peuvent répondre à leurs différentes opportunités. Et dans la fonction commerciale, on estime que la fonction est dans le top 5 des métiers les plus recherchés en France. Donc c'est un métier qui est fortement en tension. À côté de ça, ce qui est complètement fou, c'est qu'on a des personnes qui sont éloignées du monde de l'emploi, de plus en plus de personnes qui cherchent à trouver des opportunités, qui viennent potentiellement des quartiers sensibles ou encore des personnes en reconversion, qui ont du mal à trouver cette fenêtre de tir. Et donc l'école Coûte que coûte, c'est ça. C'est une école inclusive de business développeurs dans le monde de la tech, dans lesquels on va accompagner des personnes éloignées du monde de l'emploi, venant des quartiers sensibles, et on va les aider à s'insérer dans le marché du travail sur des postes à très forte valeur ajoutée. On a créé un parcours pédagogique sur 3 mois, bootcamp intensif, suivi d'un parcours d'alternance, dans lequel on va leur donner tous les savoir-faire et les savoir-être pour qu'ils puissent être opérationnels demain sur le marché du travail, s'insérer en leur donnant les bons codes avec les meilleurs mentors. On a recruté les meilleurs commerciaux qui proviennent de chez Google, Microsoft, Oracle, Salesforce, qui viennent mentorer, intervenir, partager leur expérience, aider tous ces étudiants justement demain à grandir pendant la formation et après la formation, sachant qu'après le bootcamp, ils rentrent dans un circuit d'alternance d'1 an dans lequel ils valident un diplôme, ressortent avec une expérience et bien sûr un très bon salaire. Et donc, toi, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie, en fait, d'accompagner cette population qui, justement, comme tu le dis, n'a pas de code? Donc, entre les représ de justice, les personnes handicapées, les personnes très loin naturellement de l'emploi. Pourquoi c'était viscéral pour toi? Déjà, ça part de mon parcours personnel. On va dire qu'au démarrage, ça a été quand même assez compliqué de trouver la bonne information, de savoir par où passer, lorsqu'on n'a pas forcément les moyens financiers, ni le bon réseau, ou les bons codes, comme vous l'avez très bien dit. En rentrant dans le monde de la tech et sur cette fonction commerciale, j'ai pu connaître une belle émancipation, que ce soit une émancipation financière, matérielle ou encore intellectuelle. Parce qu'on travaille dans un métier dans lequel on va voir le monde se transformer avec justement cette transformation digitale. On va rencontrer énormément d'interlocuteurs, on va pouvoir grandir tout simplement. Et vous savez, lorsque une personne évolue, grandit, en fait, c'est tout son écosystème, son entourage en fait qui en profite. Donc c'est mes parents, c'est mes petites sœurs, c'est mes amis, c'est mon entourage proche. Et donc l'idée c'est ça, c'est de se dire si moi ça m'a aidé, j'en suis sûr que ça va aider. C'est pas, ça peut pas aider, ça va aider d'autres personnes justement à s'en sortir. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de créer Coûte que coûte. Je me sentais, on va dire, un peu égoïste de rester dans mon job, dans mon confort, alors que je voyais beaucoup de personnes aujourd'hui qui avaient des difficultés à s'en sortir. D'accord. Et par rapport à ça, comment LinkedIn a pu t'aider, que tu es déjà très suivi? Sur LinkedIn, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus de 250 000 personnes qui me suivent. Je vais faire environ 40 millions de vues par mois. C'est vrai que c'est très intéressant. Ça permet déjà de
propager une belle visibilité à l'école et d'attirer en fait des entreprises qui sont aussi engagées, qui partagent les mêmes valeurs. Donc j'ai la chance aujourd'hui d'avoir des bons partenaires comme Walix, Partout, Aircall, Nutanix, SAP, des entreprises qui sont dans la tech, dans le monde du software, qui sont engagées sur la diversité et l'inclusion, qui viennent me contacter justement parce qu'ils ont envie de faire bouger les choses et d'être beaucoup plus inclusifs et d'amener une nouvelle population. Et donc LinkedIn, c'est aussi un vecteur de transformation. Ça crée ce qu'on appelle la sérendipité. On se connecte avec des personnes qu'on ne pourrait peut-être potentiellement pas croiser sur son chemin et qu'on n'a pas forcément ciblé. Et donc LinkedIn, c'est, je pense, aujourd'hui un vecteur incroyable pour se développer en tant que chef d'entreprise et apporter beaucoup de valeur dans son quotidien. Et du coup, en tant que dirigeant de cette école, la première promotion est sortie. Et comment ça s'est passé pour elle? C'était magnifique. La première promotion a lieu au mois de février, donc elle a duré 3 mois. Dans cette promotion, il n'y avait pas de parcours d'alternance. Donc la moitié des étudiants ont continué leurs études dans des écoles et l'autre moitié est entrée directement en CDI dans des belles boîtes comme tout simplement Partout, Skello, des boîtes de télécommunications. Et la moitié a décidé de reprendre leurs études. Et je me suis dit, tiens, au lieu de les envoyer dans d'autres écoles, pourquoi pas créer mon propre parcours d'alternance directement? C'est pour ça qu'on a... Il y a une deuxième promotion. Exactement. Aujourd'hui, ces étudiants, là où je suis fier, c'est que nous, on continue de les accompagner. Donc, je les ai au téléphone régulièrement, toutes les semaines. Des mentors continuent à échanger avec eux. Et c'est vraiment devenu des top performers. Quand je dis des top performers, c'est qu'ils n'avaient pas forcément de diplôme. La majorité n'avait pas de bac, n'avait pas d'expérience, n'avait jamais travaillé. Aujourd'hui, ils sont en train de cartonner dans leurs entreprises. Et ça, on est fiers de ça. Donc, et comment tu l'expliques qu'ils cartonnent? C'est quoi qui fait la différence en fait? Parce que nous, on a su regarder là où est-ce que les autres ne regardent pas justement. On a su regarder leur personnalité, leur motivation. D'où ils viennent en fait ces personnes-là? Qu'est-ce qui leur donne envie d'avancer dans la vie? Pourquoi ils ont envie de s'en sortir? Et très souvent, lorsqu'on arrive dans des processus de recrutement assez classiques, on va rencontrer des freins avec des grilles qui vont nous bloquer parce qu'on n'a pas le bon langage, parce que comme on parlait tout à l'heure, on n'a pas forcément les bons codes. Nous, on va aller justement regarder ailleurs. C'est quoi ta motivation? Pourquoi tu as faim aujourd'hui? Parce que c'est ça le mot. Il faut parler langage. Pourquoi tu as faim? Pourquoi tu as envie de t'en sortir? Si tu as tout ça aujourd'hui, nous, on va tout faire, on va les accompagner. Et 50% du programme, aujourd'hui, c'est des soft skills. On va avoir de la boxe anglaise toutes les semaines pour travailler sur l'éducation, le mental. Vous savez, c'est un métier où on prend beaucoup de coups, le business développement. On prend beaucoup de portes à longueur de journée. Donc, il faut être fort mentalement. Donc, c'est de la boxe anglaise avec un coach qui entraîne des champions du monde, justement. On a du théâtre pour travailler sur la prise de parole en public, la confiance en soi. On les emmène en immersion. On est parti en immersion chez Microsoft, une boîte qui s'appelle HL Software. On est parti à Station F. On les fait rêver. On organise des voyages. Même si on n'a pas beaucoup de budget aujourd'hui pour commencer, on investit beaucoup sur l'éducation, de l'état d'esprit, en fait, pour les emmener beaucoup plus loin. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'ils rentrent dans les entreprises, ils ont non pas des freins à réussir, en fait, les freins ils vont tous les débloquer. Pourquoi? Parce que c'est dans la tête que ça se passe généralement. Ah, c'est clair. Et d'ailleurs, comme tu es quelqu'un d'extrêmement inspirant également sur LinkedIn, est-ce que tu pourrais me faire une synthèse des chercheurs les plus inspirantes que tu as partagées sur ce réseau? Je vais te parler d'un tableau. Tu connais, sur LinkedIn aujourd'hui, j'ai beaucoup de pancartes. Et il y a une pancarte qui a cartonné, qui a fait des dizaines de millions de vues cette année, c'est « On peut réussir sans écraser les autres ». Et je pense qu'aujourd'hui, le monde du travail, on se retrouve souvent en compétition avec ses concurrents, le marché, mais aussi en compétition en interne pour évoluer, pour être promu, pour accéder à certains postes. Et donc, moi, je suis persuadé qu'on peut réussir sans forcément écraser les autres, mais en grandissant tous ensemble. Et ça, c'est un message qui est très fort. C'est un message qui permet d'être beaucoup plus positif au quotidien, donc de souriant, d'avoir un état d'esprit, un message qui fait que lorsque tu rentres chez toi, tu prends soin de tes proches, tu n'as pas cette fatigue mentale qui t'éprouve dans ton travail, mais tu gardes toujours cette positivité qui te permet d'aller beaucoup plus loin. Et donc, pour moi, je suis convaincu qu'on peut réussir sans écraser les autres. Et au contraire, la citation que j'aime bien, c'est « Seul, on va vite et ensemble, on va plus loin ». Donc, continuons à travailler ensemble et j'en suis sûr qu'on peut tous cartonner, en fait, tous ensemble, tout simplement. Non, mais attends, je n'ai pas la seule clé que tu vas nous laisser. Il n'y a pas une deuxième. Alors, qu'est-ce que tu partages d'autre? Qu'est-ce que je pourrais partager d'autre? Aujourd'hui, je pense qu'on a une nouvelle génération qui débarque sur le marché du travail. On a des jeunes qui ont d'autres aspirations pour travailler. Ils cherchent la liberté, ils cherchent à donner du sens à leur travail. Ils veulent que leurs employés prennent soin d'eux, justement. Et donc ça, pour moi, c'est une chose importante. Et un message que je veux faire passer aux chefs d'entreprise, c'est prenez soin de vos employés, prenez soin d'eux et donnez-leur envie, en fait, à travers l'exemple, d'aller beaucoup plus loin.
J'ai la chance aujourd'hui d'avoir été accueilli à la Manufacture dans le 18e, qui est un bel endroit dans lequel on peut faire vivre à nos apprenants une belle expérience à travers le sport, des salles très dynamiques. Et ça, c'est ce qu'on trouve super dans l'avancement du projet. Ah bah, génial, bah, magnifique. Et d'ailleurs, Youssef, un grand merci de nous avoir inspiré, c'était passionnant. Magnifique, merci beaucoup Virginie. À très bientôt. Alors, ma dernière invitée, Céline Diop, est également une très très belle personne. C'est une femme qui a refusé d'être engloutie par la tradition. Arrivée en France à 5 ans, elle a grandi dans un quartier difficile au sein d'une famille très respectueuse des traditions sénégalaises. Polygamie, excision, mariage forcé. Elle a cherché à échapper à ce qui lui semblait être une fatalité. Donc, Céline, vous avez écrit une biographie appelée Imani, qui raconte un petit peu votre parcours et que vous avez la possibilité de me parler rapidement. Merci déjà Virginie de m'inviter. Tu en as déjà dit beaucoup. Hein. C'est l'histoire, le récit autobiographique d'une femme qui raconte son histoire. Une femme qui est née au Sénégal, qui est arrivée en France à l'âge de 5 ans, qui a grandi au sein d'un foyer polygame avec un père et les 2 mamans. C'est aussi l'histoire d'une femme qui a eu une maman très malade et qui a dû s'occuper en tant qu'aînée de la famille de toute la fratrie. C'est cette femme, moi, qui à l'âge de 15 ans a refusé un mariage forcé et c'était pas facile parce que tout le monde autour d'elle était marié de force, c'était la coutume chez nous. Et c'est l'histoire aussi de cette femme qui, à 17 ans, découvre qu'elle a été mutilée, qu'elle a subi une excision quand elle était bébé. Et ça va lui faire un choc. Elle va être dans le déni au début, mais elle va progressivement travailler dessus en écrivant le livre. Et il va y avoir des traumatismes qui vont l'amener plusieurs fois à l'hôpital. Mais c'est cette femme qui va se relever malgré tout, qui malgré toute la violence de tous ces chocs, malgré la discrimination qu'elle a pu subir aussi dans sa vie professionnelle, le racisme, la précarité. Elle se relève à chaque fois et se dit qu'elle peut réussir, elle peut être heureuse et qui réussit à s'épanouir. Ah mais, bah oui, c'est magnifique. Il vous dit d'ailleurs que l'excision et le mariage forcé sont interdits en France. Oui. Mais quelle est la réalité? Quels sont les chiffres? Alors, en France, selon une étude en 2010, il y a 125 000 femmes qui vivent excisées en France et une fille sur 3 dont la famille est originaire d'un pays qui pratique l'excision est à risque. En termes de mariage forcé, il y a 12 à 15 cas de mariage forcé qui sont traités chaque année en France et sachant qu'il y a, selon le GAMS, le groupe d'abolition des mutilations sexuelles, il y a 200 000 femmes qui sont piégées actuellement dans des mariages forcés. Alors ce sont des chiffres qui, je pense, sont encore très en deçà de la réalité parce qu'on ne peut pas, bien évidemment, si la victime ne parle pas, ce ne sont que des chiffres qui sont déclarés. Beaucoup de mariages sont coutumiers, arrangés et tant qu'on n'a pas les personnes qui vont venir communiquer l'information, on ne peut pas vraiment quantifier précisément tout ça. C'est ça. Mais d'ailleurs, quand on vient d'une famille très traditionnelle, comment on fait pour ne plus subir ? Je dirais déjà, il faut s'écouter. Il faut se dire si c'est pas normal. C'est vrai, quand on est enfant, on est dans l'éducation de cette famille, donc on ne peut pas aller au-delà de ça, mais on peut savoir dans la société dans laquelle on vit si on est dans une situation qui est normale ou pas. Si on ne l'est pas, à partir de là, il faut en parler avec les copains, en parler avec les enseignants, s'informer aujourd'hui avec Internet et aller de l'avant pour essayer d'avoir l'information, la bonne information pour pouvoir se sortir de cette situation parce qu'on a la chance d'être dans un pays qui nous protège. Il y a des lois et on a des outils qui nous permettent justement de dire non, tout simplement, et d'être protégé dans son action et de réussir à outrepasser ces blessures ou ces décisions qui ne vont pas être les nôtres. Et donc pour toi, vous allez dire non, c'est la première clé pour se sortir, mais alors quelle est la clé pour après s'épanouir ? Se faire confiance, faire les bons choix, se dire qu'on peut y arriver, on peut réussir, décider d'être heureux, parce que moi je crois beaucoup à la pensée positive et à la loi de l'attraction. À partir du moment où l'on décide que l'on veut être heureux, réussir dans sa vie, s'en sortir, on fait les bons choix, on prend les bonnes décisions et on outrepasse tout ça et on y va. Et tu as glissé dans une interview, il faut toujours se servir du passé pour que ça devienne une force, pour être bien dans ce présent et construire ce futur. Et d'ailleurs, tu as créé une association qui s'appelle Imani. Oui. Pourquoi ?
Alors pour moi, c'est une association qui me permet d'exister parce qu'il me permet d'aller de l'avant, de faire en sorte que pas une seule jeune fille puisse en tout cas subir ce que moi j'ai pu subir. Je sais ce que c'est et je donnerai une citation de Kofi Annan qui dit qu'il n'y a pas de meilleur outil de développement que l'autonomisation des femmes. Et je pense que c'est la réalité. Il faut donner les outils, les moyens aux femmes de s'en sortir, de réussir, de s'épanouir parce que c'est aussi un nouveau départ et un meilleur départ pour les générations futures. Ah, mais complètement. Oui. Et d'ailleurs, concrètement, comment ça se passe? Concrètement, Oui. au niveau du Mani, Oui. oui, alors nous, on a plusieurs actions. On éduque et on sensibilise les jeunes et le grand public aux violences faites aux femmes et à l'égalité des chances à travers un spectacle, à travers une exposition et à travers des ateliers d'accompagnement sur les soft skills avec des femmes pendant 6 mois et une coach certifiée. Et on intervient aussi au niveau des scolaires grâce à ce spectacle qui est un outil pour nous de développement pour pouvoir justement parler de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont ressenti et développer avec ces femmes leurs compétences, leurs appétences pour qu'elles puissent être heureuses et s'épanouir dans la vie. Génial. Et je te trouve vraiment très, très inspirante. Merci. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quel message aurais-tu envie de faire passer aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui ont connu justement le mariage forcé pour les aider? J'ai envie de dire à toutes ces jeunes filles, à toutes ces femmes qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie, qu'à partir du moment où on est vivant, on a une chance de pouvoir s'épanouir et de s'offrir un autre destin. Il y a d'autres mondes qui sont possibles, on peut s'épanouir, on peut réussir à s'en sortir. On n'est pas toujours, on n'a pas à se qualifier de victime. On a tous été victimes de quelque chose ou de quelqu'un, mais aller de l'avant, réussir, faire les bons choix, s'épanouir et avancer. Et tu as eu appris du courage, du dépassement de soi, et que ça t'a procuré comme ressenti? Ce prix, pour moi, ça a été une véritable reconnaissance et une fierté parce que j'étais contente de me dire, finalement, j'ai reçu un prix pour avoir réussi à me relever, à sortir de cette situation, de cette douleur. Ça a été un apaisement aussi par rapport à mes souffrances, de me dire, finalement, j'ai pu apaiser tout ça, j'ai pu m'en sortir, j'ai pu réussir. Et en plus, j'ai cette reconnaissance. Et pour moi, c'est aussi un moyen aussi de parler aux autres générations, de leur dire continuez, à un moment donné ça paie. Il y a le fruit qui est là, qui est reconnu, et moi ça a été cette reconnaissance en tout cas. Oui, c'est le principe du rôle modèle en fait. Exact, oui, quelque part, oui. D'accord, oui, c'est génial. Merci infiniment, Sally, pour cette inspiration absolument hors norme. Merci. Et d'ailleurs, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous y avez passé un très joli moment. Et à très vite pour la suite. Ceux qui se réinventent sont dans Be Inspired avec Société Générale.